Même combat, Zapata et ce qui se passe en ce moment au Chiapas. Exactement. La révolution zapatista de 1910-1919 a été une révolution conservatrice, dans le sens que ce que les zapatistas demandaient, Emiliano Zapata, c'était le retour des terres que leur avait donné le roi d'Espagne. Il voulait restaurer une Arcadie rurale, éloignée du monde moderne, autosuffisant, et ils ont réussi à le faire pendant une annus mirabilis, qui était l'année 1915, entre les forces de Huerta et les forces de Carranza. Ils ont arrivé à le faire, restaurer la production, etc. Je crois que les gens du Chiapas veulent la justice sociale, ils veulent une économie à eux, ils veulent la démocratie, ils veulent de meilleurs niveaux de vie, ils ne refusent pas la modernité, mais ils veulent une modernité qui soit à leur image. J'ai entendu parler les chefs des villages chiapanecos en face du président Salinas. Écoutez, ces gens-là parlaient avec une dignité, avec un langage, une possession de leur langage, de leurs idées. Ils n'avaient pas besoin du parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir. Ils avaient leur culture politique, ils avaient leur culture tout court. Ils savent se gouverner. Ils savent se gouverner, ils ont une culture, ils ont une dignité, ils ont un langage. C'est ça qu'ils opposent pour dire, écoute, il ne s'agit pas de continuer la révolution d'Emiliano Zapata, de copier les modes de production ou de vie de la ville de Mexico, du Mexique urbain. Il s'agit de nous laisser nous gouverner. Ils veulent être eux-mêmes. Nous-mêmes, être nous-mêmes. Alors c'est peut-être ça la révolution. Régis Debray. Non, il y a énormément à dire sur ce mouvement, mais d'abord, pour répondre à votre question, Laure Adler, je suis un peu maniaque des analogies, mais Zapata, il se soulève contre quoi? Je veux dire, en 1911, il se soulève contre les científicos, c'est-à-dire contre une dictature qui se veut libérale, moderniste, futuriste, qui est inspirée du positivisme. Et je crois qu'au fond, les científicos, aujourd'hui, c'est les golden boys. Les technocrates ont pris la place des positivistes, et je dirais d'ailleurs que, enfin là c'est peut-être des considérations historiques, mais que le président de l'époque, Salinas, avait aussi bonne réputation internationale que Porfirio Díaz. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il était vécu comme un modernisateur, comme un libéral. Un libéral, etc. Donc c'est vrai ce que Carlos dit, c'est que la révolution zapatiste ou le soulèvement zapatiste est conservateur, mais on peut le dire anachronique, mais moi je pense que la postmodernité sera archaïque ou ne sera pas, car le vrai problème, c'est évidemment les identités collectives. Et c'est vrai qu'il y a tout un aspect... Ça veut dire quoi, ça, la postmodernité? La postmodernité sera archaïque ou ne sera pas, c'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, au Mexique, un futurisme de pacotille dans lequel les élites baignaient. Autrement dit, le Mexique se croyait... Devenir comme les Occidentaux disons, le Mexique, le 31 décembre, s'est endormi à Manhattan et se réveille tout d'un coup à San Cristobal ou au Guatemala. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le refoulé, n'est-ce pas, de la mémoire, tout le refoulé indigène, tout le refoulé de la question agraire, tout d'un coup, lui explose au nez à travers le soulèvement zapatiste. Et Carlos parlait d'une révolution mondiale. Je crois qu'il faut réfléchir à ça. Il me semble que le problème, on peut dire mondial aujourd'hui, c'est cette sorte de clivage d'opposition qu'il y a entre une élite internationale qui vit, disons, à l'heure américaine, qui vit dans la vidéosphère, qui vit dans la télévision, qui vit dans l'économie, qui vit dans la bourse ou dans l'ordinateur, et puis il y a les exclus. Il y a les archaïques, il y a les traditionnels, il y a les paysans. C'est-à-dire, cette coupure, elle existe en Inde. Elle existe peut-être même en France. Elle existe au Brésil. Elle existe un peu partout. Et c'est au Mexique où elle a pris, je crois, sa forme la plus emblématique avec ce soulèvement du Chiapas, qui est même un soulèvement à la fois progressiste et conservateur. Donc c'est la lutte armée qui a fait le moins de morts jusqu'à présent et qui a eu le plus d'effets politiques et mentaux, n'est-ce pas? Il me semble que la chose... Grâce aussi à Salinas. Grâce aussi à Salinas. Qui a accepté le dialogue. Ce qu'il faut dire tout de suite, n'est-ce pas, c'est en quoi la différence avec Porfirio Díaz. C'est en quoi le Mexique me semble tout de même pionnier dans cette affaire, c'est que le soulèvement du Chiapas n'est pas indigéniste et réactionnaire comme l'a été au Pérou le sentier lumineux. Nous avons affaire à des enracinés universalistes, nous avons affaire, je dirais, à des mayas électroniques, nous avons affaire à des
à des, je dirais, à des indigènes branchés sur Internet. C'est-à-dire, il y a quelque chose de tout à fait sidérant, qui est à la fois une grande modernité dans les références culturelles, on le voit dans les textes de Marcos qui jonglent avec le cinéma, Cortázar, Fuentes, Joyce, enfin, qui jonglent avec la culture proprement cosmopolite et mondiale, très au courant de ce qui se passe aux États-Unis, très au courant de ce qui se passe dans le monde développé, et qui néanmoins assume, lutin révolutionnaire électronique, assume toute la mémoire enfouie, n'est-ce pas, d'un peuple brimé. Et là, je trouve que ce tête-à-queue, ce court-circuit, n'est-ce pas, entre ce qu'il y a de plus moderne et de plus ancien, me semble quelque chose de très séduisant. Et j'ajoute que l'intrusion de l'humour dans la Révolution est quelque chose... Car le sous-commandant Marcos est très drôle. Et quelque chose qui, à mon sens, bouleverse tout à l'heure. Quand on lit les textes de Marcos, on ne peut plus ensuite, nous, écouter nos discours politiques ici. En France, c'est plus possible. C'est plus possible. Le plein d'humour. Mais je pense que tu touches à l'essentiel, une fois de plus, Régis. Et c'est comment faire le pont entre ce village global et le village local, sans que le village local tombe dans le nationalisme, le tribalisme, la xénophobie, le ethnic cleansing, et sans que le village global tombe comme il a déjà tombé. C'est une espèce d'anarchie financière où il y a $1 trillion qui bouge chaque jour grâce aux ordinateurs. Personne ne le contrôle. Ils font ce qu'ils veulent. Une youpi de 28 ans peut faire crack le plus ancien banque de l'Angleterre à partir de son ordinateur à Singapour. Il y a une anarchie totale dans la vie économique mondiale, avec des propos absolument spéculatifs et non productifs, qui est en train de réduire à la misère les travailleurs, et les nations, et les sociétés. Ça, c'est très très grave. Et dès qu'il n'y aura pas cette ponte entre les deux villages, on va vers une catastrophe certaine. Alors on va voir, si vous le voulez bien, un document, toujours extrait du film de Tessa Brezac et de Carmen Castillo. Vous vous souvenez du 1er janvier 1994, vous étiez au Mexique, Carlos Fuentes. J'étais au Mexique, oui. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Quel effet ça a fait, la prise de pouvoir symbolique? On s'attendait simplement le 1er janvier 1994 à l'entrée en vigueur du traité de libre commerce de l'Amérique du Nord. Et soudainement, à côté de cet événement, on avait un soulèvement zapatista au Chiapas. Alors on va voir justement ce document. On croyait qu'on était au premier monde, on s'est levé, on était toujours dans le tiers-monde.